Salut et bienvenue dans le podcast du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je suis avec Yuna et on va tenter de répondre à la question: est-il possible de révéler toutes les facettes de sa personnalité dans toutes les relations de sa vie ? Yuna est une jolie brune aux yeux bruns et pétillants. Ses cheveux longs ondulent légèrement, elle est toujours joliment apprêtée, elle a un port droit. Elle a un rire qui s'envole et qui la rend encore plus élégante. Yuna fait partie de mes copines que j'admire parce qu'elle ose. Elle se lance, elle entreprend, elle tente des expériences. C'est aussi le genre d'amie avec qui, quand je commence une soirée, je ne peux pas deviner à l'avance comment et où elle va se terminer. Yuna a le goût de l'aventure. Elle n'a pas peur de lever le coude et elle a une certaine appétence pour taper du pied. Elle est une oreille attentive et sait prodiguer des conseils. Elle n'a pas peur d'encourager corps et âme ses amis, de soutenir et de pousser à aller plus loin. On s'est rencontrés par hasard, on n'avait pas d'amis en commun. J'aime bien cette histoire. À l'époque, en 2021, le train de ma coloc avait beaucoup de retard et il n'y avait plus de métro. Je suis allée la chercher en voiture en me disant que j'allais peut-être pouvoir dépanner d'autres personnes qui auraient également été en galère à cause de ce train en retard. Et ma coloc avait sympathisé avec 2 autres femmes, dont Yuna. Nous avons un peu échangé, le temps d'un quart d'heure de voiture, puis elle a voulu me remercier avec un peu d'argent. Après une courte négociation, elle prend mon numéro et nous convenons qu'elle me paiera un verre. Ce verre au bar était le premier d'une longue liste et je ne compte plus le nombre d'occasions que l'on s'est créées pour trinquer ensemble. Yuna est peut-être une de mes seules amitiés que le hasard de la vie a mis sur ma route. Pas d'intermédiaire, pas de contexte classique comme l'école, la fac ou le travail. Non, Yuna est arrivée dans ma vie par hasard et je chéris notre amitié fortuite pour tout ce qu'elle m'a apporté depuis. Tu remarqueras que je n'ai pas employé le mot « destin » dans ma tirade. C'est que le mot « destin » est attaché à des notions de surnaturel et que je n'ai pas envie de considérer que notre rencontre est née de quelque chose qui nous dépasse. On peut aussi considérer que cette rencontre est née de nous-mêmes, par nous-mêmes. Après tout, ne serait-ce pas ta capacité à prendre la vie comme une aventure qui t'a poussé à bien vouloir entrer dans la voiture d'une inconnue ? N'est-ce pas ma générosité sans faille qui m'a poussée à être une bonne samaritaine et à prendre gratuitement une âme esseulée dans mon véhicule ? N'est-ce pas par ailleurs notre appétence mutuelle pour le lever de coude qui nous a poussé à réitérer l'expérience de se réunir autour d'un verre ? On peut dès lors considérer que nous avons eu envie de poursuivre notre relation amicale car nous nous sentons bien en la présence l'une de l'autre, que l'on peut libérer et exprimer des facettes de nous-mêmes. Avec toi, par exemple, j'explore la festivité, j'explore l'aventure, j'explore le plaisir de parler des relations humaines. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de l'importance de se créer une chance d'explorer diverses facettes de soi avec plusieurs personnes et de composer son environnement d'une multiplicité forcément bénéfique. En répondant à la question, est-il possible de révéler toutes les facettes de sa personnalité dans toutes les relations de sa vie ? Salut Yuna ! Salut Chloé. Du coup, on peut dire qu'avec moi, tu explores beaucoup de facettes de ta personnalité ? Mais carrément, je pense qu'on s'est vraiment bien trouvés. Et je sais pas si on peut parler d'un coup de cœur amical, mais en tout cas... Tout de suite les grands mots, tout de suite des grands mots. Mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai de la chance de pouvoir explorer plusieurs facettes de ma personnalité et toutes les explorer, je pense. Je pense qu'on on a une relation assez authentique et elle grandit de jour en jour. On vit des expériences de jour en jour, donc c'est ça qui est super intéressant. Mais en fait, c'est aussi ça l'intérêt d'une amitié, et tant mieux qu'on puisse le faire. Mais par contre, c'est évident qu'il y a plein d'autres situations ou d'autres relations avec lesquelles, bien sûr, qu'on va pas forcément montrer toutes les facettes de soi. Et puis, en fait, les facettes de soi, c'est pas forcément montrer ses défauts ou ses qualités, c'est montrer des appétences, montrer on va dire des visages, parce que je pense, en fait, au monde professionnel, on va pas forcément
montrer, je sais pas, notre humour, s'il est un peu potache, si on pratique l'humour noir, si, tu vois, s'il y a des trucs particuliers qui nous font rire, peut-être qu'on va pas se lancer là-dessus directement avec les collègues. Enfin, il y a des choses qu'on va forcément censurer un peu. Ouais, grave. Mais je pense que c'est intéressant la question du travail parce que d'un côté, on nous impose une certaine attitude ou en tout cas, on a envie d'être professionnel, de bien s'exprimer, de faire correctement notre job et peut-être d'avoir une bonne vision de nous-mêmes ou en tout cas, le regard des autres est important pour notre carrière. Et d'un autre côté, c'est hyper frustrant de ne pas pouvoir parler de sa vie perso ou justement de son humour, par exemple. Ah ouais, toi, tu trouves ça frustrant? Ouais, moi je trouve ça frustrant et au début, quand je suis arrivée dans mon job actuel, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'exprimer et c'était vraiment une volonté de moi-même de partager des moments off, des moments officieux, des moments perso pour justement qu'ils me découvrent un peu plus parce que être bridée à mon attitude au travail, je trouve ça frustrant pour moi. Je trouve ça compliqué. T'avais pas envie d'être juste la petite meuf sérieuse, capable d'être carrée, etc. Tu voulais aussi qu'ils voient d'autres facettes de toi. Exactement, un peu plus spontanée, un peu plus sociable, etc. Ah ouais, moi je sais que c'est pas du tout ce qui me manque. Mais après là, moi, le contexte de mon travail, c'est que c'est que des jeunes. Et donc, moi, de base, ma mentalité, c'est, dans le monde professionnel, je divulgue quasiment rien de ma vie privée, tu vois. Mais en fait, j'ai pas du tout réussi à appliquer cette barrière-là dans mon cadre actuel parce que c'est quasiment que des gens qui ont mon âge. Et du coup, on a aussi beaucoup de valeurs en commun et un peu le même regard sur le monde professionnel, sur le contexte dans lequel on est, sur les gens qui nous entourent. Et donc, il y a une libération de la parole beaucoup plus importante et vraiment flagrante par rapport à ce que j'ai vécu dans d'autres contextes professionnels où en fait auparavant moi je m'en fichais un peu que mes collègues me catégorisent d'une telle ou telle manière parce que j'allais de toute façon rien leur divulguer. Ouais, mais pour moi c'est une chance que tu as d'avoir une liberté de parole aussi grande et que tu sois aussi à l'aise et du coup tes collègues ils te considèrent aussi pour ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu ce truc-là, ouais, je peux comprendre, c'est frustrant si on te catégorise dans une seule une seule facette de ta personnalité, c'est qu'en fait, le fait qu'ils te voient pas dans ton entièreté, ils vont avoir forcément des jugements, des a priori, alors que quand tu arrives à visualiser une personne dans son entièreté, et quand tu as une capacité à toi-même t'exprimer, à être pleine et entière, ben, tu vas moins avoir peur des a priori des autres, parce que tu te dis que de toute façon, ils savent que tu peux... Je me perds avec cette phrase. Que tu peux être différente et autre chose. Ouais, voilà. Et plus complète, entre guillemets, ou plus complexe. Et ouais, carrément. Et il y a autre chose aussi là-dessus, c'est que pour moi, le regard des autres est très important encore. C'est un truc qu'il faut bosser, mais voilà, c'est encore là. Et en fait, le fait qu'on me juge juste sur une partie de moi, ça va me frustrer beaucoup et ça va me déplaire et presque me complexer. Alors que si la personne me connaît en entièreté, entre guillemets, et qui me juge quand même, et ben ça va moins me déranger. Parce que moi, j'aurais été moi-même et il n'y a plus rien à perdre, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, il y a des gens, justement, où si j'ai pas forcément d'estime pour eux, ou pas d'attente, je vais pas accorder d'importance à leur regard sur moi. Oui, c'est sûr. Et ça peut être le cas, des fois, dans le milieu professionnel, il y a les gens... c'est pas forcément une absence d'estime, mais c'est juste des fois une absence d'intérêt pour eux, donc tu te dis, bon, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Moi, je suis plus dans cette mentalité-là. Par contre, l'importance de pouvoir explorer toutes les facettes de soi dans une amitié, là, c'est important, parce que forcément, tu choisis des gens que tu vas estimer, et donc, t'as envie qu'ils voient tout, en fait, qu'ils voient la totalité de toi. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de construire des amitiés et d'avoir des relations longues, c'est qu'il y a des tas de choses que tu découvres sur l'autre. En fait, je pense à ça, mais par exemple, je sais pas, moi j'ai des amis, je les ai vus pleurer au bout des années de relations, où je les ai vus affaiblis, où je les ai vus... Enfin, je sais pas, où il y a même des amis, j'ai découvert un rire différent de tous les autres des années plus tard. Et je trouve ça génial aussi de se dire que en fait on peut aussi montrer des facettes de soi dans le temps. Mais oui, et les relations longues, c'est ça qui est génial, c'est que chacun grandit avec des
des valeurs différentes, avec des expériences différentes. Et au final, soit tu retrouves toujours l'essence même de la personne que tu as croisée il y a des années, et il y a des choses nouvelles qui arrivent, qui te plaisent ou qui te plaisent pas. Des fois, tu te rends bien compte qu'il y a des chemins différents qui arrivent et plus du tout les mêmes façons de penser. Mais au contraire, il y en a d'autres qui t'apportent encore plus de choses parce qu'elles te font grandir aussi avec elles. Ouais, mais encore une fois, il y a une distinction à faire, je pense, entre la personne que tu es et ce que tu donnes à voir de toi-même dans un groupe ou dans une relation 1v1. Parce que, en fait, je pense à cet exemple-là de, tu sais, quand tu évolues dans un groupe, tu peux endosser un rôle un peu plus important, et ça va être une facette de toi, mais disons que tu vas vraiment endosser un rôle dans un groupe. Par exemple, tu peux vite être la maman du groupe ou le leader, celui qui va toujours proposer des choses, ouais, y a celui qui va materner. Ou celui qui va toujours dire oui et pas forcément être force de proposition, mais qui va toujours suivre et toujours être partant. Il y a le râleur. Enfin, tu vois, on peut vite avoir des traits comme ça de notre personnalité qui vont se dégager, mais que dans un effet de groupe. Ouais, mais carrément. Mais d'ailleurs, moi, je sais que j'ai des amis que j'ai rencontrés d'abord dans un contexte groupe. Et en fait, quand je les ai vus individuellement, j'ai découvert d'autres facettes d'eux. Et j'ai adoré bien ça, sûr, ils sont beaucoup plus authentiques. Et, ou en tout cas, ils plus ou plus naturels, ils sont sincères. Ils sont moins soumis, entre guillemets, à tous les autres. Enfin, en tout cas... à leur réputation. Ouais. Et puis même, ils sont moins bridés par les autres. Tu vois, justement, s'il y a un mec qui est leader dans un groupe... Bah, il peut parfois un peu écraser d'autres ou en tout cas prendre un peu plus de place. Et en fait, il y a des gens qui vont facilement réussir à prendre la lumière dans un groupe. Et en fait, ceux qui vont moins facilement prendre la lumière, quand tu les vois individuellement, tu te rends compte qu'ils ont pourtant énormément de raisons de briller. Donc c'est ça qui est trop intéressant aussi quand tu explores des amitiés dans un contexte autre que le groupe. Dans cette idée de personne dans un groupe, moi je pense à ça aussi, tu sais, des fois... Dans une famille, l'aîné, il peut, une fois qu'il est dans le cadre familial, comme il est l'aîné, il va avoir un rôle un peu plus de responsable, un peu de chef de famille ou quoi. Et il va se comporter totalement différemment de ce qu'il pourrait être dans un autre contexte ou dans une relation 1v1. Mais tu vois, ce qui est aussi intéressant dans les amitiés, c'est enfin, moi, je me rends compte que je le faisais beaucoup avant, peut-être un peu moins maintenant, mais c'est de les cloisonner. Par exemple, quand j'ai envie d'aller faire la fête, je sais qui appeler. Quand je suis triste par rapport à un sujet en particulier, je sais à qui me confier pour faire telle ou telle chose. Je vais faire des choses différentes selon les personnes avec qui je suis, et je vais pas appeler la même personne pour tel ou tel sujet ou selon mes besoins. Et je me rends compte avec le temps que j'ai de plus en plus besoin que chaque personne qui m'entoure doit faire tout en fait, doit accepter toutes mes facettes de ma personnalité. Donc chaque ami doit être un couteau suisse. Un petit peu, ouais. Il doit savoir tout faire avec toi, quoi. C'est exactement ça. Et je me rends compte que j'y arrive plutôt bien parce que, alors, ça fait du tri, c'est sûr, il y a peut-être moins de monde qu'avant, mais c'est beaucoup plus qualitatif. Ok. Et j'ai l'impression aussi d'être moins dans des relations par intérêt. Ouais, je vois. Mais en fait, c'est aussi avec le temps dans tes relations, tu sais aussi sur quelle qualité compter et quelle personne appeler en cas de coup dur, en cas d'envie de faire la fête, en cas de voyage aussi. Tu vois, il y a des amis avec qui tu sais très bien que tu vas partir et d'autres non. Mais c'est juste aussi bien connaître ses amis et c'est pas forcément... Mais c'est pas forcément négatif. Non, parce que c'est pas forcément grave si par exemple t'as une amitié où tu sais très bien que cette personne elle sera nulle pour te réconforter. Mais oui. Bah c'est pas grave, ça lui enlève pas tout ce qu'elle peut t'apporter en dehors. Et c'est juste bien connaître ses amis et du coup adapter ses attentes. Je trouve que c'est ça aussi qui fait que t'as été mature dans ta relation, c'est quand tu peux adapter tes attentes. Mais c'est clair, et c'est pas parce qu'une personne elle peut pas te réconforter, qu'elle a pas les bons mots, qu'elle te connaît pas aussi en profondeur sur certains sujets, qu'à côté elle peut pas te faire juste rigoler et lâcher prise. Exactement. Ce qui est tout aussi important en fait. Il n'y a pas toujours besoin d'être dans la profondeur d'esprit, de la profondeur d'explication, tout ça. Il n'y a pas besoin d'être dans la profondeur et surtout il n'y a pas besoin d'une réciprocité. Parce que je pense à ça, moi je sais qu'il y a des amis où en fait ils vont potentiellement avoir des facilités à se confier à moi ou à vouloir essayer d'avoir des conseils. Et moi je sais très bien que ces personnes-là, c'est pas méchant, mais je vais pas forcément avoir envie de me confier à elles ou je vais trouver que ces personnes sont moins bonnes en conseil que d'autres. Et c'est pas parce que moi je suis conseillère ou à l'écoute
que eux doivent absolument l'être. Et l'inverse est vrai aussi. Peut-être qu'il y a des gens que tu vas trouver festifs, mais en fait, eux vont pas te trouver assez festif pour d'autres situations. Enfin, tu vois, je trouve que l'importance d'avoir plusieurs amis et de pouvoir, du coup, se retrouver dans différents types d'amis ou même différents types de groupes, c'est que t'es pas obligé d'avoir une réciprocité. En fait, l'amitié, pour moi, c'est pas une réciprocité. Mais toi, t'as l'air de penser l'inverse parce que t'as envie d'avoir des amis couteaux suisses. Mais moi, je sais qu'il y a des amitiés que j'ai envie de garder parce que je sais qu'ils m'apportent des trucs que d'autres ne m'apportent pas. J'ai l'impression que je collectionne des jouets quand je dis ça. Mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Tant que mes attentes ne seront pas déçues, tant que je peux adapter ce que j'ai envie de lui demander ou ce que j'ai envie de vivre avec cette personne, ça va, tu vois. Mais par contre, des fois, tu peux te prendre un peu une mandale en pleine poire si tu te rends compte que tu voulais compter sur cette personne pour t'écouter et qu'en fait, cette personne est nulle pour l'écoute. Je suis à moitié d'accord avec toi parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois avec des amis. Pareil, les gens se confient pas facilement à moi et des fois j'ai l'impression d'être un peu leur guide pendant une certaine période ils se confient facilement à toi? Ouais, ils se confient facilement à moi et en fait j'ai l'impression qu'une fois qu'ils se sont confiés, une fois qu'ils vont mieux, une fois que en gros que mon boulot est terminé, et ils s'éloignent de moi. Ah ouais? Et alors que moi, ça fait un moment que je trouve plus trop d'intérêt dans la relation parce que oui, j'apporte mon aide, mais je suis pas sur Terre pour les sauver. Mais en retour, j'attends aussi quelque chose. Et des fois, je prends sur moi pendant longtemps où voilà, je n'ai plus rien de cette relation, mais je fais quand même mon job d'amie. Et en fait, cette personne, elle part sans forcément dire merci. Ouais. Et ça m'a déçue plusieurs fois. Après, maintenant, je me rends compte que voilà, j'ai fait mon job, j'ai fait mon rôle. Et si ça les a aidés à faire quelque chose, tant mieux. Ouais, mais en fait, c'est un peu... T'as assez donné, quoi. Tu vas pas non plus c'est ça. sur... T'es lassé de la situation, en fait. Ah ouais, mais tu sais que je pense à ces histoires d'attente et du fait qu'on peut être déçu. Mais l'inverse, c'est vrai aussi, c'est que moi, on m'a déjà reproché de pas appeler ou de pas prévenir quand j'allais pas bien. Et en gros, de pas chercher du conseil. Et on m'a dit, mais fallait m'appeler. Mais sauf qu'en fait, c'est aussi important de comprendre qu'il y a des gens, quand ils sont pas bien, ils ont pas forcément envie d'en parler, ou pas forcément envie de se confier. Et tu vois, reprocher à quelqu'un de pas être allé chercher de l'aide, c'est dommage. Parce qu'il y a juste des gens qui vont vivre leur moment de bad, leur coup de mou différemment. Bah oui. On réagit de manière totalement différente à ce qui nous arrive dans la vie et à la gestion de notre solitude. Il y a des gens qui vont être très bien seuls, qui vont se ressourcer en étant seuls, et des personnes qui vont se ressourcer en étant à plusieurs. Et pour les personnes du clan inverse, c'est parfois hyper dur à comprendre. Mais carrément. Mais tu sais que moi, justement, il y a des amitiés que je chéris, mais un peu... c'est peut-être une raison nulle et c'est peut-être une raison que j'ai jamais dit à ces amis-là. Mais moi, il y a des amis que j'adore parce que je sais que eux, ils aiment la solitude et qu'ils comprennent que moi, je puisse avoir besoin de me réfugier dans la solitude. Et c'est un peu tacite, mais le fait de savoir qu'ils comprennent ça, ça leur donne encore plus de valeur. Moi, ce que je trouve génial dans les personnes qui ont besoin de se ressourcer seules, c'est qu'une fois que tu le sais, une fois que tu apprécies ta propre compagnie, une fois que t'en es conscient et que tu l'exprimes, que tu l'incarnes, ça te rend vachement indépendant émotionnellement. Ça fait comme si tu savais te gérer quoi qu'il arrivait. Même si bien sûr t'as toujours besoin d'aide, t'as toujours besoin de te confier, des fois t'as besoin des conseils, mais s'il y a une mauvaise nouvelle, tu vas savoir gérer quoi. Ouais. J'ai aussi envie de dire que les amis couteaux suisses, comme tu dis, donc des amis en fait avec qui t'es capable de tout faire, t'es capable de vivre des moments forts comme des moments légers et d'explorer plein de manières de vivre l'intime en fait, dans le sens l'intimité d'une soirée juste cocooning à deux, l'intimité d'un moment de partage de ses faiblesses ou de ses sentiments ou de ses émotions, l'intimité de vacances, etc. Et moi, je trouve que en fait, justement, ce qui compte, c'est l'intimité. C'est-à-dire, mais l'intimité, c'est pas apprendre au sens l'intimité amoureuse, par exemple, tu vois. Je trouve que des relations amicales, elles vont être... va y avoir une consécration de la relation quand l'intimité sera vraiment explorée dans toutes les possibilités. Et
Et des fois, tu peux passer ce cap vraiment longtemps après avoir connu la Ouais. personne. Et des fois, tu le passes jamais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est juste une amitié qui est effleurée et qui n'est pas approfondie? Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il y a des amitiés où il y a beaucoup plus de moments légers que de moments profonds. Et si tu y trouves de l'intérêt, j'allais dire réciproque, même si on n'est pas hyper d'accord là-dessus, mais tant que toi, tu as de l'intérêt, pour moi, c'est une amitié quand même qui a autant de valeur qu'une autre. Mais Ouais. peut-être qu'elle sera plus éphémère, peut-être qu'elle sera plus... tu vas peut-être moins voir la personne, mais ça veut pas dire qu'elle est moins importante. Ouais. Et quand tu parles d'intimité, moi j'irais encore plus loin. Pour moi, c'est presque la vulnérabilité. Oui, c'est Se ça. montrer vulnérable et authentique avec l'autre. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est une faiblesse de se montrer vulnérable et se mettre à nu en fait devant l'autre. Alors que pour moi, c'est le contraire. Déjà, ça demande beaucoup de courage. Et en plus, c'est grâce à ça que les gens s'accrochent à toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Parce en que si fait, t'as pas ça, tu te raccroches à quoi? À part quelque chose de superficiel, à part quelque chose que tu montres en groupe, quelque chose de très extraverti. Mais non, c'est dans le... C'est dans les moments de vulnérabilité qu'on va donner à voir quelque chose qui fait que la personne en face peut se dire « Waouh, elle m'offre ça. Ouais, exactement. » Donc ça veut dire que je vaux le coup. Donc ça veut dire que je suis légitime ça rassure l'autre. à voir et à être spectateur ou spectatrice de sa vulnérabilité. Donc oui, parce que l'autre, il peut se dire « Ah bah cool, elle ose se confier à moi sur ce sujet. Ça veut dire que j'ai de la valeur pour elle. » Mais justement, tu l'as dit toi-même, moi j'ai mis du temps avant de comprendre que être capable de divulguer ses émotions, être capable de montrer sa vulnérabilité, c'était une force. Parce que moi, je sais que je me suis refusée à le faire pendant longtemps, dans quelle que soit la forme de la relation, parce que je me disais que je voulais pas justement qu'on me considère comme faible, alors qu'en fait, c'est en étant témoin de gens qui m'ont montré des parts d'eux-mêmes très vulnérables, où je me suis dit « Ah, mais en fait, ces personnes sont trop fortes, moi, j'arrive pas à faire ça. » Et c'est là où je me suis dit « Ok, très fort. » Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris que c'était une force. Mais des fois, c'est pas forcément visible, je trouve. Non, mais quand on est témoin de ça, je trouve que c'est encore plus dur de pas intervenir. Par exemple, moi j'ai déjà eu des copains qui, devant leur famille ou devant d'autres, devant leur groupe de copains, se montrent, j'allais dire presque superficiels, mais très responsables, très durs, presque froids, avec une certaine autorité naturelle, etc. Alors qu'en intimité ou alors avec au moment à deux, ce sont des personnes totalement différentes, qui sont drôles, qui sont authentiques, qui sont sensibles. Capable de légèreté. Et très doux, en fait. Et en groupe ou devant certaines personnes, toutes les facettes que moi j'adore, elles disparaissent. Et du coup, c'est perturbant d'être témoin de ça. Parce que d'un côté, j'ai pas à intervenir, parce que c'est pas mes histoires, c'est pas mes relations. Et d'un autre côté, ça me dérange parce que les personne ne voit alors nos relations ou personne ne voit la connexion qu'on pourrait avoir. Ah ouais, tu veux dire qu'il y a des gens qui vont tellement mettre un masque que ça va être le regard que l'ensemble des gens d'extérieur vont poser sur cette personne va être trompé et dupé par ce masque-là. Et c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément se rendre compte de la richesse ou de la profondeur de la personnalité de la personne en question. Et donc pas comprendre, par exemple, la relation que toi, tu pourrais entretenir avec. Carrément. C'est très deep. Ouais, en fait, mais c'est vrai, il y a certaines personnes qui vont avoir un masque, justement, surtout notamment quand même des masques pour se montrer plus fort qu'il ou elle n'est. Et ça va... Ouais, parce qu'on les a toujours mis aussi dans ce contexte-là. Par exemple, je pense au cadre familial, mais aussi des amis. Des fois, tu considères quelqu'un, tu lui mets une étiquette. Presque dans toutes les fratries que je connais autour de moi, les parents, il y a toujours une personne responsable, une personne, un enfant rebelle et une personne jolie ou drôle, enfin peu importe. Ouais. Et quand t'es conditionné avec ces adjectifs-là depuis petit, forcément, t'as l'impression que tes parents attendent de toi que tu te montres toujours comme ça. Ouais, et du coup, t'as par extension peut-être l'impression que tout le monde autour de toi attend comme ça. Mais par contre, je pense que vraiment, la place dans la fratrie a un réel impact. Ouais, c'est clair. Sur les aînés vont se sentir plus responsables, peut-être qu'ils vont avoir un leadership un peu plus important, ou alors les enfants seuls aussi, tu vois, ils vont vouloir incarner quelque chose de solide. Et il y a peut-être une
une spontanéité, une légèreté qui va plus être propre à des cadets. Bon, c'est vraiment la psychologie de comptoir ce que je suis en train de faire. Non, mais par contre, on parlait l'autre jour de l'enfant du milieu aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a plein de théories sur l'enfant du milieu qui se sent un peu incompris, il a l'impression d'être presque meurtri par la vie et il a subi par rapport aux autres que rien n'est facile pour lui. Ouais, et puis pour le coup, limite, l'enfant du milieu, il a pas d'étiquette. Non. Tu vois. Ouais, c'est ça, il a comme s'il avait moins d'identité. Mais donc, dans ce cas-là, peut-être qu'avoir une étiquette sur son type de personnalité dès l'enfance, c'est pas forcément un handicap. Parce que le fait de ne pas en avoir peut en être un. Parce qu'en fait, des fois, ça va te guider et par pur esprit de contradiction, tu peux aussi avoir envie de faire l'inverse. Tu vois. Je sais pas, justement, peut-être qu'un cadet va vouloir se dire non, moi je veux être responsable, je veux prendre des responsabilités, je veux faire être mieux, solide sur mes appuis, voilà, je veux être plus fort. Et peut-être que le fait de l'avoir conditionné à être autrement va lui donner envie de sortir de sa coquille. Ouais, exactement. Eh bien, on a beaucoup dévié. On peut aussi parler de... Tu vois, on a parlé de l'importance et à quel point on a l'air chanceuse, toi et moi, de pouvoir exprimer des facettes de nos personnalités avec tous nos amis, et toi, tous tes amis couteaux suisses. Mais il y a aussi des gens, et c'est triste, mais on en a toutes les deux été témoins, et je pense que plein de gens en ont été témoins, des gens qui vont, à l'inverse, vraiment se brider, ou être bridés. Tu me parlais tout à l'heure, en off, d'histoires de mecs qui étaient dans ton groupe de potes et qui, en fait... voulaient pas forcément se pointer aux soirées à partir du moment où ils ont une nouvelle meuf. Et alors, il y avait 2 raisons à ça. J'ai plusieurs exemples, mais soit le gars, il est hyper festif, et justement, dans le groupe, il a un peu le rôle de leader, celui qui va toujours avoir le mot pour rire, toujours celui qui va faire la bêtise et avoir les bons mots pour charrier, etc. Et dès qu'il est en couple, il se bride totalement et sa vie de couple, alors pas savant ce que je conçois et ce que j'entends, mais du coup qui cloisonne vraiment sa relation de couple et ses relations amicales. Alors que pour moi, quand t'es avec quelqu'un, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu dois ton amoureux doit voir justement comment tu te comportes. Et encore plus comment tu te comportes avec tes amis. Avec tes amis. Et comment tes amis te voient. Parce que c'est tellement important de mélanger les deux. Et du coup, il y a une forme d'autocensure de ces personnes-là qui vont peut-être moins mélanger leur amoureux ou leur amoureuse à leur groupe de potes parce qu'ils veulent pas que leur nouveau ou nouvelle partenaire voit qui ils étaient avant. En fait. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils ont même peur que les copains fassent des gaffes, etc. Alors donc, carrément, mais des gaffes sur quoi, en fait ouais. On dirait que du coup la personne elle ment à sa nouvelle partenaire parce que si elle a peur de ce que les copains vont dire, c'est que ça craint. C'est triste. Surtout que c'est dommage parce que un partenaire amoureux, à l'image de tes amis, il devrait justement connaître le plus de facettes possibles de toi. Sûr. Et en fait, dès que tu commences à t'auto-censurer, encore plus dans le couple, ça ne peut que finir par péter, tu vois, c'est pas viable. C'est pas naturel, c'est pas naturel et ça veut dire que tu contrôles sans cesse ton image et les moments de partage. Ça veut dire que tu peux pas tu refuses des propositions, je sais pas, de voyage, de sortie, d'expérience pour te cloisonner à deux et essayer d'être une nouvelle version de toi-même. Peut-être que t'es dans une comment dire, t'es un peu c'est comme si t'étais dans une illusion d'une nouvelle version de toi que tu te fais et du coup là tu rajoutes encore plus un masque. Ouais, mais en fait ça se transforme en sacrifice. Ah bah oui, parce que tu te brides et on dit toujours que le naturel revient au galop. Mais en plus ça illustre tristement des histoires qui nous arrivent tous on perd des amis parce qu'ils sont dans des relations amoureuses et que après c'est sûr que c'est difficile en fait de trouver l'équilibre entre tes amitiés et ta relation de couple, mais il faut aussi être capable de trouver des gens dont t'es sûr qu'ils vont t'aimer toi dans ton entièreté et donc toi avec toutes tes facettes et toi pleinement et entièrement. Mais je pense aussi qu'il y a des moments dans la vie de chacun où on a l'impression que c'est pas possible d'être aimé dans sa totalité. Et du coup, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, on se bride, on se sacrifie et on dit oui. On dit oui, je pense comme toi. Ouais, sauf que c'est hyper important de poser ses limites. C'est ça. Sinon, c'est que des relations éphémères, superficielles, et on peut même être
on peut même être engendré à faire des choses qui nous correspondent pas du tout, juste pour être intégré. Ouais. On se suradapte en fait. Ouais, mais parce qu'en vrai, cette volonté de s'adapter, elle peut être aussi dans une situation inverse, où tu vas absolument être intégré dans un groupe d'amis, et tu vas vouloir adapter ton image ou adapter tes valeurs et tes envies à ce que l'ensemble du groupe veut. Ouais, moi, ça m'est beaucoup arrivé au lycée. Ouais. Quand je suis arrivée au lycée, mes copines, elles n'étaient pas dans la même classe que moi. Et je me suis retrouvée avec des nouvelles meufs qui me ressemblaient, mais pas du tout. Et je me rappelle, elles elles séchaient les cours, elles allaient voler dans des magasins, elles allaient fumer des pets derrière le lycée et tout. Elles allaient voler à Claire's. Ouais, c'est ça. un peu ça, ouais. C'est vraiment toute notre jeunesse. Mais attends, mais on a toutes connu au moins une meuf qui a volé à Claire's. Ouais, c'était Monoprix, tout ça. Ouais, bon. Et moi, ça me correspondait pas du tout. Et je restais un peu avec elle pour être intégrée, mais ça allait pas, quoi. En plus, le lycée, c'est tellement un moment fondateur de ce que t'es amené à devenir. Parce que moi, du coup, j'ai trop de chance. Parce que c'est l'inverse. C'est que moi, au lycée, j'étais en L. Donc en L, on était 20 dans la classe. On était les plus chelous. Alors que franchement, on était pas chelous. Parce qu'on était dans un lycée privé quand même. Mais genre, il y avait pas non plus on n'était pas tous en Sarwell et tout. Non, promis. Mais du coup, on était quand même beaucoup plus amenés dans ce contexte-là à s'exprimer clairement et à être déjà nous-mêmes. Alors que j'avais dans ma tête l'impression que les gens qui étaient en S et ES, ils étaient très conformistes, tu vois, ils s'habillaient tous pareil. Alors que moi, je commençais déjà à l'époque à m'habiller en friperie. J'étais pas toujours bien habillée, hein. Faut pas que je regarde des photos de l'époque. Mais en fait, j'étais déjà bien plus moi-même, et même en termes de personnalité. En fait, c'est comme si on acceptait tous le côté potentiellement un peu chelou qu'on avait. Et en fait, on n'était pas vraiment chelou, juste on était un peu plus nous-mêmes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais détesté la seconde générale, où justement, c'était un milieu très conformiste, très... fallait se plier aux règles, aux normes sociales, à la manière de s'habiller, au dernier sac de marque qu'il fallait avoir, etc. Et moi aussi, j'ai beaucoup ressenti ça en seconde. Mais après, dès qu'on partait dans les filières, ça allait mieux. Ah, t'as eu ça ? Ouais. Et pourtant, t'étais dans une filière un peu plus... Scientifique, bien sûr. Ah ouais. Après, c'est vrai que peut-être que tu te sentais pas obligée d'être dans la norme, même en S, mais je sais que... Non, mais j'étais avec des gens qui me ressemblaient. Ok, t'as réussi à trouver ça. Mais oui. Mais tant mieux, parce que tu vois, si tout ton lycée, tu te brides et t'essaies de te conformer à quelque chose qui n'est pas toi... c'est quand même l'antichambre vers la vie d'adulte, en fait, le lycée. Donc, si tu commences déjà que globalement, même dans ta vie d'adulte, on est amené à se conformer à pas mal de trucs. Je pense à des contextes professionnels, mais... contextes... J'ai l'impression beaucoup plus à l'école. Ouais, plus à l'école, c'est vrai. T'es beaucoup plus exposé au regard des autres. Et en tout cas, tu fais quelque chose... plus attention. Ouais. Oui, déjà, c'est hyper important parce que t'as l'impression qu'il y a que ça qui compte. Et si tu fais un truc de mal, tout le monde va le savoir, tout le monde va... Voilà, ça va représenter beaucoup, beaucoup de monde, en fait. Mais en fait, je pense à ça, parce que le sujet global, c'est on parle de facettes de soi. Justement, j'y pense, c'était au lycée, où j'étais 2 ans dans la même classe que tout le monde en L, en première et en terminale. Et il y a une meuf avec qui on est devenus potes plutôt fin terminale, donc un peu tardivement. Et en fait, ça a matché sur un truc que j'ai découvert, c'est qu'elle avait lu les mêmes livres que j'avais lus quand j'étais plus jeune. C'était des livres d'Heroic Fantasy, parce que je lisais beaucoup ça. Et c'était une série de livres très... Donc, Heroic Fantasy, mais très poétique. Enfin, moi, ça m'a vraiment forgé. Ça a forgé ma personnalité, ça a forgé plein de trucs chez moi. Et quand j'ai découvert que cette fille-là, que je côtoyais depuis 2 ans, avait lu les mêmes livres que moi, on a tellement connecté, en fait, on s'est comprises immédiatement sur énormément de sujets. Et je me suis dit, waouh, j'ai quel âge ? 16 ans, 17 ans. Et c'est la première personne que je rencontre qui a lu ces livres-là. Et franchement, ça m'a comblée totalement. Et je me suis dit, c'est la seule personne de mon entourage avec qui je peux parler de ce sujet-là. Et en fait, ça rejoint ce truc des fois, c'est trop bien. Parce qu'il y a juste une personne de ton entourage qui va combler une facette de toi, qui va combler une passion, qui va combler un truc qui t'anime. Je sais pas, moi, il y a peut-être juste des gens qui ont une personne de leur entourage avec qui ils peuvent faire tel sport, avec qui ils peuvent parler de tel ou tel sujet. Et en fait, il faut vraiment chérir ça. Moi, ça me fait vraiment penser à mes anciennes copines de sport. Ouais. Des copines de sport, c'est hyper particulier parce que tu les vois que dans un contexte. Et ça veut pas dire que si vous étiez dans la même école, vous vous entendriez bien. Parce que des fois, tu vois un peu les façons de raisonner, les façons... ce qu'elles font avec leurs amis, etc. Tu dis, mais pas du tout, je suis tellement différente. Et pourtant, dans un contexte sportif, ça match à fond. Ouais.
Ouais, parce que vous avez la même dynamique, la même énergie. Ouais, la même vision, et on est emporté dans le même challenge, tu vois. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que t'as encore ça, toi, avec tes amis couteaux suisses? T'as un peu moins ça maintenant? Bah, j'ai moins ça parce que... Ouais, j'ai moins ça. Parce que je fais plus de sport. Genre, je fais plus de sport en compétition. Et c'est... Pour ceux qui ont déjà fait du sport en compétition, c'est vraiment un... C'est un domaine hyper particulier. Tu peux pas revivre ça dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais moi, je pense qu'il faut essayer de... Je suis sûre que t'en as, en fait. Des amis avec qui, je sais pas, tu vas parler d'un sujet en particulier. Je sais pas si t'es passionné de cinéma, il y a peut-être qu'un ami ou une amie avec qui tu vas juste adorer parler de ça. Ou un ami ou une amie avec qui tu vas adorer parler de politique, parce que vous avez pile poil les mêmes idées. Ou... en fait, je trouve que des fois, il y a des passions et ça sort de nulle part. Et des fois, tu le découvres longtemps après, comme l'histoire de cette fille-là, avec qui j'ai plus tout de contact d'ailleurs, mais au lycée, que j'ai découverte, qui avait lu les mêmes livres que moi. Des fois, tu le découvres tard. Hein, que en fait, quelqu'un que tu côtoyais depuis longtemps a une passion en commun avec toi. Ouais, c'est clair. Et quand tu découvres que tu as des passions en commun ou que vous avez eu la même éducation sur quelques sujets, ça active à fond ta nostalgie et tes émotions, en fait, tes souvenirs. Ouais, des histoires de valeurs. C'est hyper fort. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, j'arrive souvent à connecter avec des gens quand on va parler d'une situation, par exemple, et on va avoir la même analyse de pourquoi cette personne a eu ce comportement. Et des fois, quand tu as les mêmes analyses d'un comportement humain, c'est justement parce que tu as des valeurs qui se rejoignent ou tu as une vision des choses qui se rejoignent. Et je trouve que c'est encore plus fédérateur. Quand tu te rends compte que tu poses le même regard que ton ami sur une situation, je trouve que ça crée encore plus du lien. Le but des relations, c'est de regarder dans la même direction, j'ai envie de te dire. C'est beau ce que tu dis, tu rajoutes du romantisme. Toujours. Est-ce qu'on peut un peu clôturer notre sujet, parce qu'on a théorisé un max là, vraiment, c'est parti très loin. J'ai envie qu'on fasse un petit jeu. Bien sûr. Tu vas être Yuna, coach relation. Ok. J'adore. Dr. Love. Yuna Dr. Love. Mais en fait, t'es le téléphone rose du conseil, mais des relations amicales, amoureuses, professionnelles, tout type de relations. Incroyable le rôle que tu me donnes. J'adore. Donc, je vais te donner une situation. Et tu vas me dire si c'est red flag ou green flag. Ok. Donc, en gros, si cette personne est problématique ou si elle est légitime à agir comme ça. La première situation, t'es prête ? C'est parti. T'as pris un abonnement Netflix et ton ami en profite et participe au paiement. Vous êtes plusieurs sur le truc. Sauf que tu dois lui rappeler tous les mois qu'il doit te verser la somme qu'il te doit. Mais tu sais bien qu'il n'est pas très organisé, mais toi tu l'es. Et en plus, à chaque fois que tu le rappelles, il paye. Immédiatement. Pour moi, c'est un green flag. Un green flag. Ok. Faut juste, effectivement, un système qui convienne aux deux. Par exemple, une application où tu mets tes dettes et ce que les gens te doivent, par exemple. Et comme ça écarte tous les conflits. Ou alors tu lui dis de faire un virement automatique. Ou un virement automatique, tout à fait. Mais du coup, en soi, moi je trouve que la situation, elle est un peu problématique parce que, en fait, tu vois, il connaît ses défauts de ne pas être organisé. Tu pallies à ton défaut avec des outils qui existent. Et en même temps, la personne qui doit recevoir le paiement doit faire preuve d'honnêteté et lui dire écoute, là, vas-y, abuse pas, et on met un truc en place. Et ce qui est relou, c'est que la personne qui n'est pas organisée, elle est censée se rendre compte que son ami l'est. Ouais. Et en fait, compter sur les qualités de l'autre. Donc, tu vois, la personne pas organisée qui va compter sur la personne organisée. C'est pas... En fait, ça va détruire un peu l'équilibre naturel de la relation amicale parce qu'on a tous des qualités et des défauts. Mais si dans ta relation amicale, les qualités de l'un pallient aux défauts de l'autre, au bout d'un moment, ça peut être, tu sais, très énergivore ou en fait, c'est un truc qui va créer un côté malsain, tu vois, dans la relation. Et en fait, d'un point de vue extérieur, quand je vois d'autres personnes, je pense comme toi. Et d'un autre côté, je me dis, si la personne... ses qualités, qu'elle prend le lead, etc. Par exemple, elle est organisée, etc. Peut-être que c'est aussi sa manière d'être et elle est contente justement de prendre ce rôle-là. Et que si elle a plus ce rôle-là et que tout se passe bien et que chacun trouve l'équilibre, elle va peut-être se sentir moins rassurée, moins importante, avec peut-être moins de valeur. Je me sens un peu visée. Ah bon? Oui, parce que je pensais pas du tout à toi. Je sais, mais je pense à un truc comme ça, c'est qu'on a une conversation de famille
Et à chaque fois qu'il y a des anniversaires de gens que mon père, ma sœur et moi-même on connaît, genre des oncles et tantes ou, tu vois, ou des amis de la famille, le jour-là, j'envoie un message en disant c'est l'anniversaire de machin. Et c'est toi qui as ce rôle-là. Et j'ai ce rôle-là parce qu'ils pensent pas du tout aux anniversaires et que moi je suis un peu une psychopathe et que je pense aux anniversaires. Je me souviens des anniversaires de mes meilleurs potes de primaire. C'est quand même, je suis un peu zinzin là-dessus. Mais je leur souhaite plus du coup. Mais en gros, mais je me sens pas forcément importante, tu vois, à leur rappeler ça. Mais je sais juste que ça fait partie de ma personnalité et que eux, je sais qu'ils s'en souviendront pas et que et puis je sais sais qu'ils comptent sur toi. Ouais, et moi j'ai aussi un peu ce truc de... Je sais que ça fait toujours plaisir de recevoir Ouais. un message de joyeux anniversaire de plus de monde possible. Donc j'ai envie de leur dire faites-le. Mais moi j'ai exactement la même chose en ce moment avec Familéo. Avec Familéo, enfin, Attends, je sais c'est pas quoi si ça tu connais, c'est tous les mois t'envoies une gazette à tes grands-parents Ah ouais. avec des photos, des messages du coup de la famille. Et moi Et c'est imprimé? C'est imprimé. Ah, c'est bien Il y a ça. une version digitale et une version imprimée, c'est trop bien. C'est pas sponsorisé, mais j'aimerais trop faire un partenariat avec eux. Et tous les mois, c'est moi qui rappelle à mes sœurs De mettre les des photos. filles, il reste 3 jours pour Familéo. Allez-y, tu vois. Et parce que, pas pareil. D'un côté, ça me saoule de le faire, qu'elles y pensent pas d'elles-mêmes. Et d'un autre côté, je me dis, allez, c'est mon rôle, c'est pas grave, ça me prend pas trop d'énergie. Et je sais à quel point mes grands-parents vont être trop contents Mais oui. de voir l'ensemble des petits-enfants. Ouais, mais déjà, t'es l'aîné. Ouais. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et t'as un peu le care de vraiment penser au bien-être ouais, des autres. Et ça me met tellement mal à l'aise quand les gens ne pensent pas aux autres. Même, et quand je le vois de mes propres yeux, mais c'est terrible. Ouais. Par exemple, quand quelqu'un va se sentir mal à l'aise, va se sentir blessé, et qu'il n'y a que moi qui le vois, j'ai l'impression d'être seule au monde. Je dis, mais pourquoi il n'y a que moi qui le vois? Mais est-ce que tu as l'impression de tirer un peu une valeur de ça, de t'ajouter une valeur à ta personnalité, à qui tu es, en y pensant? D'un côté, je pense que tu le fais pas par intérêt de dire oui, ok, voilà. je veux être bien vue en pensant au bien-être, tu vois, en pensant aux photos pour papy, mamie, aux anniversaires, etc. C'est pas que tu veux être bien vue, mais tu sais que en fait, dans ta tête, ça te constitue. Bien sûr. Et pour moi, c'est une qualité. Donc, je vais en jouer. Ouais. Mais c'est vrai que moi, outre les anniversaires, des fois, je note dans mon agenda, genre quand tel pote va passer un examen, va passer le permis, va changer de boulot et c'est sa rentrée. Et j'envoie un petit message la veille ou le matin. J'ai l'impression de faire du suivi, d'être une psychopathe en fait. Psychopathe ou psychologue? Ouais, je sais pas, un peu les deux. Psy en fait. Mais des fois, je me dis, que t'en fais trop? Non, parce que je sais que ça fait plaisir, je pense. Mais des fois, quand je note examen de tel pote dans mon agenda, là, je me dis, ok, je suis quand même un peu une psychopathe. Mais, moi, je trouve pas parce que peut-être que la personne elle va dire ouais mais on en a parlé il y a 6 mois entre 2 discussions etc, trop bien qu'elle s'en souvienne. Après ça me met pas à l'abri d'oublier des anniversaires et trucs comme ça, donc je suis pas non plus une sainte. Non. Bon, on a vachement dévié, mais vas-y, situation numéro 2. Ta pote a organisé une surprise pour toi alors qu'elle sait très bien que tu n'aimes pas les surprises, mais n'a pas fait les choses en grand non plus. Elle a simplement réuni une poignée de tes amis dans un bar et elle t'y a donné rendez-vous et bam, surprise. Ah mais là je sais pas parce que moi j'adore ça. Les surprises. Qu'on organise des trucs pour moi, j'adore, à ma place, parce que j'aime pas organiser. Mais est-ce que tu devrais, est-ce que tu connais des gens autour de toi qui aiment pas trop les surprises? Imagine tu fais ça, et est-ce que tu penses qu'il y a du bien, il y a du pas bien? Pour moi, c'est un red flag, parce que encore une fois, en fait, ta pote, elle l'a fait pour elle. Elle a organisé sa soirée pour elle, pour qu'on la complimente. Par intérêt en fait. Donc red flag de l'organisatrice. Pour moi c'est red flag parce que ta pote elle l'a fait par intérêt pour elle, pour que tout le monde lui dise ah c'était super, merci d'avoir organisé ça. Ah tu trop crois? Bien, ah ouais carrément. Parce que si tu sais que ta pote elle aime pas les surprises. Oui mais elle a pas fait en mode surprise justement, comme elle aime pas les surprises, elle a pas fait un truc en grand, mais elle a fait un petit truc. Ah ouais non pour moi c'est pas respecter la personnalité de l'autre. Intéressant. Parce que en fait, on a souvent l'impression qu'on sait mieux que les autres. Mais en fait, il n'y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous et ce qu'on a vraiment envie de faire. Et des fois, il faut arrêter de penser pour les autres. Mais c'est vrai que dans ces personnalités un peu, tu sais, leader d'organiser des trucs et tout, il y a quand même certains qui vont peut-être juste être tellement fans de l'organisation d'événements qui vont pas, par contre, se placer en leader et en moi, j'ai fait ça, regarde, j'ai contacté, machin, j'ai ramené le gâteau, j'ai fait ci. Ils vont juste s'adresser aux bonnes personnes, créer la con, faire le délire et faire un peu le truc dans l'ombre. Et donc là, dans ces cas-là, pour moi, là, c'est pas un red flag. Oui, bien sûr. En fait, ça dépendra de l'attitude de la personne qui a organisé.
Et Oui, ça si elle veut dépend s'attribuer aussi... tous les mérites ou pas. Ah ouais, bien sûr. C'est Et ça ça. dépend aussi à quel point la personne déteste les surprises, tu vois. Ouais. Parce que il y a des... Enfin, en fait, bien sûr que tu as détesté une demande en mariage devant 150 inconnus en milieu de Rome avec une pluie de pétales de rose, tu vois. Là, je peux comprendre que tu détestes ce genre de surprise. Après, peut-être que si t'aimes pas les surprises, mais que t'as 10 de tes potes que tu kiffes, Mais 10 de bien tes sûr. potes que tu kiffes qui sont dans ton bar préféré, bah c'est trop bien, tu vois. Mais bien sûr, ouais. Mais c'est pour Mais ça que j'ai tout- pris des tout est une situations où question de c'était... nuance. Ouais, c'est à nuancer. Autre situation. Ton pote te parle régulièrement de son ex, mais toujours de manière respectueuse. Mhm. Bravo, c'est cool. Ah ouais? C'est que cool. Ton pote, hein, pas ton Ouais, mec. en fait, t'as un pote qui te parle souvent de son Ah. ex, et toujours ouais, de manière respectueuse, mais il t'en Mhm. parle souvent. Bah, Je t'oriente un peu en reformulant la phrase. alors la bonne réponse c'est red flag, mais moi je trouve que c'est green flag. En fait, moi j'admire les personnes qui parlent de leur passé en bien, parce que ça veut dire qu'ils ont un respect de l'autre, Ouais, que ce soit dans son passé, dans son présent, dans le futur. ouais. Et par exemple, quand tu rencontres un mec, et s'il parle de son ex en bien, moi ça va me rassurer Ouais, pour la suite. tout à fait. Ouais, parce qu'un mec que tu rencontres et avec qui t'as des intentions Ouais, et qui va te dire mes ex c'est que des folles. c'est ça, ça veut dire que toi aussi tu vas faire partie des folles un Ouais, jour. c'est sûr. Alors qu'un gars qui respecte, j'allais dire même en fait, les femmes en particulier, mais Ouais, voilà, mais c'est pareil avec leur famille, avec leur mère, avec leur sœur. Pour moi, c'est un beau geste. Après, s'il en parle beaucoup, bah ouais, viens, on va parler. T'as peut-être besoin de te confier, quoi. ouais, Parce j'allais qu'au bout dire d'un ça. moment, En fait, c'est en c'est boucle pas et forcément... là, faut avancer. C'est pas forcément red flag non plus, mais ouais, si t'as un ami qui est en boucle sur une ancienne relation qui est un peu en boucle dans le passé, même s'il en parle avec respect, même si par exemple il s'estime chanceux, il tire le positif de cette relation même si elle est terminée. Bah, il a pas fait son deuil. Ouais, voilà, c'est qu'il y a clairement. un deuil qui n'est Mm. pas fini. Ok, très cool. Nouvelle situation. Tu viens d'arriver dans ton nouveau taf et ta collègue s'est très rapidement livrée et a donné des détails de sa vie privée. C'est gênant. C'est très gênant. C'est ni red flag ni green flag, c'est gênant. C'est malaisant, C'est ça met, gênant. ça met tout le monde mal à l'aise. Mm. Et toi, t'as pas consenti, en fait, à Ouais. entendre ça. Ouais, pour moi c'est un red flag. Et pour moi, c'est carrément un red flag. Mais en fait, c'est red flag, mais c'est gênant et c'est triste en fait. Parce Ouais. que si tu dis qu'une femme, enfin une femme, pas qu'une femme, mais on connaît Bizarrement, toutes, c'est une femme. des meufs au Oui. taf qui ont fait ça. Tu te confies à ta collègue que tu connais pas beaucoup. Ça veut dire depuis qu'elle se pas confie longtemps. déjà à tout le monde. Mais Donc ouais, t'as ou aucune alors à valeur personne, tu vois. pour toi. Ou c'est vraiment, t'as pas assez de ouais. gens qui te Ah, confient. mais c'est clair. Ça fait trop de Ah, peine. mais j'en ai tellement d'exemples au boulot. Mais Mais oui. Ouais. Tu Bah, te dis mince, mais va parler à tes amis, va parler à des adultes, tu sais. Les adultes dans ce métier, va t'exprimer, va t'allonger sur Des un adultes de fauteuil. ton âge. Aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Moi, je suis la gamine de l'équipe, en fait. Bah, moi Me parle pas, Nathalie. Je ne te connais pas. Va voir Sandrine. Sandrine de l'accueil. Ok. Mon rêve de faire tout un épisode en parlant comme Sandrine. Sandrine, ça va, Yuna. T'as bonne vie, non? T'as passé un bon week-end? Ah, mais je te raconte pas, mais c'est tellement bien. Bien, un jour, on fera un épisode full comme ça. Un épisode qui s'intitulera épisode agaçant. Allez, autre situation. Après une altercation, on va dire dans le contexte professionnel, un collègue, donc tu as eu une altercation avec cette personne, et après il te fait des compliments, il est un peu plus attentionné. Il cherche l'amitié. Ben, moi je pense que ça peut être une attitude de quelqu'un qui un peu cherche à se faire pardonner, tu Ouais. vois. Ouais, par intérêt. Et c'est Pas par forcément intérêt, mais juste pour sincère. un peu apaiser, tu vois. Il y Ah a eu oui. une altercation, vous êtes expliqué, et après pour apaiser le truc, moi j'ai déjà eu des collègues comme ça. Ouais, du coup, c'est too much. Où tu sais, il y a eu pas un clash, mais en gros, il y a eu des explications. Et juste après, c'est enfin, tu sais, les 2-3 jours qui suivent, j'aime bien tes boucles d'oreilles, j'aime bien ta veste et tout. Et moi, je trouve que c'est clairement des gens qui ont envie, tu sais, de montrer qu'ils sont pas que dans le clash. Enfin, on va pas, on reste pas sur l'altercation, mais on va aussi tirer le positif de nous et je vais te faire des compliments parce qu'au fond, et c'est des compliments peut-être sincères, tu vois, peut-être que en fait ma collègue elle aimait trop mes boucles d'oreilles, mais juste c'est abusé quand c'est aussi en contradiction avec tu vois l'événement récent. Ouais, c'est dans les deux excès, quoi. Mm. Bah, moi, je trouve pas ça dérangeant s'il y a eu des vraies explications sincères Ouais. et que toi, tu repars des explications avec tes réponses.
et que t'as compris pourquoi il y avait eu un clash. Ouais. Mais si ça reste en superficialité et ensuite, j'adore ton pull, j'adore tes boucles d'oreilles, c'est trop, enfin c'est inutile. Mais Pourquoi l'inverse, c'est vrai aussi. C'est, tu sais, des fois, t'as des compliments et après, il y a mise au clair, enfin, tu vois, genre, où quelqu'un te dit, ok, là, ça, ce que t'as fait, c'est pas bien, mais juste avant, il t'a fait des compliments. C'est vraiment d'abord t'endormir pour après, bam, te tacler. Ouais, c'est ça. Et Parce en fait, que la moi, personne, elle a des idées en tête depuis longtemps. Ouais, et là, j'ai dit contexte professionnel parce que c'est un peu le contexte dans lequel il y a le plus d'hypocrisie entre humains, je trouve. C'est triste s'il y a de l'hypocrisie dans des groupes d'amitié, mais en tout cas, je trouve que dans le monde professionnel, c'est encore plus flagrant. Au moins, tes amis, tu les choisis un minimum, alors que tes collègues, tu les choisis pas choisi. Ouais. T'as pas choisi Sandrine, non. Tu les as pas choisis. Mais ouais, ce truc de... Moi, je trouve que c'est... Il y a vraiment un problème d'hypocrisie quand tu précèdes ou tu suis des compliments, une altercation. Ouais. En fait, il y a une différence entre être cordial pour ta mission pro et aller dans le... être faillot, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, puis des fois, justement, après une altercation, il faut peut-être juste un petit temps calme, un petit temps de recul. On prend du recul, on n'échange pas forcément, ou alors, juste on est cordial, en fait. Et des fois, tu sais, il y en a, ils veulent tellement bien faire et tellement restaurer ou tellement redonner une meilleure image ou rendre encore, enfin, comme avant la relation, qu'ils vont aller trop loin et faire des compliments et du coup, c'est juste malaisant. Ouais. Très bien. C'était donc red flag. Red flag. On va dire que c'était red flag. Il en reste 2. Yuna coach relation. Enfin, je dis Yuna coach relation alors qu'en fait, je donne carrément mon avis aussi, mais voilà, c'est un petit jeu participatif. Lorsqu'il y a un désaccord, elle préfère prendre le temps de se poser et de réfléchir afin d'avoir une discussion plus apaisée et remet à plus tard l'explication et la résolution. Red flag. Non, green flag, à fond. À fond. À fond. Toi, t'es la team des gens qui s'expliquent plutôt après, de manière apaisée. Oui, parce que quand je m'explique à vif, à chaud, je regarde toujours parce que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Et tu y repenses le soir dans son lit. Voilà, et je rumine. Alors que je préfère presque y penser, presque écrire ce qui va pas, pour pas me laisser submerger et mettre un peu les choses dans l'ordre. Et souvent, je prends du recul aussi, parce que je me remets en question. Et des fois, ça sert à rien de se mettre en colère, parce qu'on est aussi responsable. Mais en même temps, moi, je vais me faire l'avocat du diable, parce que j'ai envie de le faire. Je me souviens que j'ai des frustrations dans des relations comme ça, avec Lisa, que j'embrasse. On a vécu 3 ans en coloc ensemble, et on n'avait pas le même mode de fonctionnement là-dessus. Maintenant, j'ai gagné un peu plus en maturité, donc j'ai peut-être plus tendance à vouloir faire comme toi et me poser, peut-être des fois même écrire. Enfin, ça dépend de l'ampleur des dégâts et de l'ampleur de l'altercation. Mais en fait, justement, elle avait tendance à résoudre le truc 3 jours après. À dire, au fait, ça, il y avait ça qu'il fallait que je te dise. Et en fait, moi, je le prenais trop mal. Je me disais, mais non, on résout pas des trucs, on ravive pas le feu sous la casserole de l'altercation comme ça 4 jours après, parce que en fait c'est des fois le temps a fait le taf et en fait là t'en reparles et ça énerve. Et en fait moi je suis exactement comme Lisa, c'est-à-dire que des fois je vais m'expliquer et la situation, enfin la réponse va pas me convenir, du coup je vais continuer à ruminer et 3-4 jours après je vais pas forcément reprocher, mais en tout cas remettre le sujet sur la table. Et on me dit, mais je croyais que le sujet était clos, quoi. J'y pense plus, pourquoi t'y penses encore Et la personne comprend pas forcément. Ça dépend quelle forme ça prend. Moi, je trouve que par contre, maintenant j'ai changé d'avis et je trouve que c'est pertinent d'en parler quelques temps, enfin pas longtemps après, pas 3 mois après, mais quelques temps après, quand les esprits sont moins échauffés, quand on est plus apte à discuter réellement. Mais ça dépend comment tu l'amènes. Parce que si tu l'amènes en disant... Ok, bam, reproche. Tu te souviens, jeudi dernier, à 14h30, t'as fait ça et ça m'a pas plu. C'est nul, tu vois. Alors que dire, au fait, j'aimerais bien qu'on reparle de cette situation parce que pour moi, c'est pas assez réglé dans ma tête. Ouais, et de toujours partir de soi, mais ça, c'est la règle en communication, mais avec tout. Apprends-nous. Je me suis sentie blessée ou j'ai eu peur parce que tu m'as dit si. Et ça m'a rappelé ma blessure. Donc je sais pas quoi. Trop facile par contre d'endormir les gens avec son émotionnalité. Ça se fait pas. C'est une trick de manipulation. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de reproche, ça veut pas dire que c'est pas important. Mais toujours partir de soi, ça apaise tellement les choses et ça t'empêche de partir dans les tours, quoi. Et un truc hyper important aussi par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais c'est
en fait, c'est hyper important de demander à l'autre si l'autre, il est apte tout de suite là à en parler. Ouais. Parce que des fois, il a autre chose en tête, peut-être qu'il est en train de faire autre chose, et il est pas disponible à discuter. Ouais. Ni émotionnellement, ni factuellement, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et c'est important de respecter ça. C'est vrai. Dernière situation. Il ne dit pas qu'il tient à toi, mais il le montre dans ses actions au quotidien. Bah, vaut mieux ça que l'inverse. Ah oui, qu'il te le dise, mais Qu'il te le dise et qu'il fasse rien. C'est clair. Ouais, Bah, pour moi, c'est pas dérangeant, mais encore une fois, en fait, ça dépend des langages de l'amour. J'allais dire ça, c'est une question de langage de l'amour au final. Et si toi, t'as besoin de paroles et que lui, il est plutôt dans les petites intentions, dans les actes, au début, il faut juste se rendre compte, et après, bah, y a des compromis à faire. En disant à l'autre, bah écoute, je vois tout ce que tu fais, mais c'est pas comme ça que je me sens rassurée. Ouais. Mais je remarque quand même, et du coup, je mets l'intention, dès que tu me fais un petit geste, de considérer ça comme de l'amour. Ouais. Mais par contre, en contrepartie, bah, j'aimerais bien que tu me dises certaines choses, parce que pour moi, c'est important. Et c'est comme ça que je me sens aimée. Bah, c'est toujours délicat, je trouve, ces histoires de... Comment on appelle ça ? Langage de l'amour. Ouais. C'est toujours délicat, ces histoires de langage de l'amour, parce que, quelle que soit la forme de la relation, quand ils sont ultra opposés, c'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer, en fait. Et des fois, quand on n'a pas forcément mis des mots dessus, quand on s'est pas rendu compte que le langage de l'amour de la personne en face, c'était le service, et que toi, c'est les mots, mais qu'en face, la personne, elle va avoir du mal à accepter l'émotion et les sentiments de l'autre, et qu'il va y avoir, tu sais, la personne, si elle a envie d'exprimer son amour par les mots et qu'elle fait face à un mur, ça peut être hyper compliqué, alors que pour autant, les deux personnes s'aiment réellement, tu vois. Mais il y a plein de couples qui se séparent ou qui n'arrivent même pas à être vraiment ensemble à cause de ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire de... En fait, c'est des compromis, mais comme tu es dans le monde de l'émotionnel et tu dois ressentir, c'est dur de faire des compromis. Tu peux pas dire « Ah bah ça te fait plaisir, je vais te dire des mots », alors que pour moi, c'est les actes. Parce que tu dois vraiment les ressentir, tes mots, sinon ça marche pas. Mais tu sais qu'il y a un peu la même chose, je trouve, en amitié, mais c'est moins... Peut-être qu'on se dit moins qu'il faut le travailler en amitié, parce que peut-être qu'en amitié, c'est pas une étape obligatoire de dire « je t'aime », tu vois. Mais donc forcément, tu sais, des fois en amitié, l'amour, il est sous-entendu. Mais il peut y avoir, tu sais, des confrontations ou des moments où, en fait, on va pointer du doigt un déséquilibre. Si, par exemple, entre deux amis, il y en a un, son langage de l'amour, ça va être le service. Et il va dire « mais moi, je te rends tout le temps des services et toi, tu fais rien ». Et mais toi, tu vas être là « bah si, en fait, regarde comme à toi à tel moment, regarde comme en fait moi je te montre mon amour autrement, je te fais des grandes accolades, des grandes embrassades, je te fais des compliments, tu vois, je te le dis à quel point je t'admire, je parle de toi à tout le monde. Il y a aussi ça aussi, tu sais, il y a des amitiés où en fait tu vas pas trop dire en face à l'autre que tu l'adores, mais par contre tu vas en parler à tout le monde. Tout le monde sait qui est qui. Et c'est que c'est marrant ce truc là de quand tu présentes des potes et ils vont dire ah toi ah ouais j'ai grave entendu parler de toi. Mais toi t'as beaucoup ça, je trouve. Tu parles beaucoup des autres à tes potes. Et ça doit être ça mon langage de l'amour. Ouais, je pense que ça fait partie de toi parce qu'on connaît tous tes potes avant de les rencontrer. Et on connaît déjà des qualités ou des spécificités. Ou des gros défauts. Ou des gros défauts, mais qui sont drôles et qui font aussi le charme de votre relation. Ouais. Bah en fait, moi, ma vie entière, c'est les autres, donc... Bah, et c'est ce que tu fais aussi avec ce podcast. Tu mets en lumière tes copains pour que tout le monde les connaisse. C'est vrai. Pour que la Terre entière vous connaisse. Mais oui, au moins la Terre entière. Et bien sur le fait que sur cette révélation en fait, cette révélation que tu as pointé du doigt de pourquoi j'ai fait ce podcast, hein, vraiment. Merci Yuna d'être venue. Merci d'avoir participé à cet épisode. C'était trop bien. C'est un épisode qui est parti dans tous les sens. On a parlé de plein de choses et en fait c'est le concept du monde au balcon en fait. Toi et moi quand on parle de ça et surtout quand on est parti sur les sujets de relations humaines, laisse tomber. Ça part dans tous les sens. Ouais. Et j'ai adoré cet épisode. Merci et à très bientôt, j'espère. À très bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Lune en Capricorne. Allez, on follow Lune en Capricorne.